La mer était calme. C'était un dimanche à l'aube du 28 juillet 2024. Dina et sa famille ont tenté une traversée au large de Calais. Nous sommes montées les premières dans l'embarcation. Ensuite, les autres personnes sont montées. Nous étions écrasés. Une vingtaine de personnes s'entassaient sur moi et ma sœur. Nous avons commencé à crier, à demander du secours, mais personne ne nous a aidés. Dina est morte sous le poids des autres. Née entre l'Irak et le Koweït, elle espérait une vie meilleure en rejoignant l'Angleterre, comme les 19 000 personnes ayant déjà réussi la traversée à la fin août 2024. Comme Dina, une trentaine d'exilés sont décédés sur cette côte depuis janvier. La mort de Dina, elle aurait pu être évitée. Je pense que c'est extrêmement important de le rappeler. Ces morts-là, elles sont évitables, mais elles continuent de se poursuivre parce qu'on est depuis 30 ans maintenant dans une politique de fermeture de la frontière qui n'empêche pas les traversées. Et on le voit, les traversées continuent. C'est l'été en mer du Nord. Ces plages de vacances voient alors se multiplier des départs vers Douvres. Il y a l'illusion peut-être de cette traversée qui est très courte, qui peut paraître sans risque quand il fait beau, mais en fait, entre les courants marins, la météo, il y a beaucoup de phénomènes qui jouent, l'épuisement, des personnes qui sont à plusieurs tentatives, surtout quand c'est la nuit, le froid, la faim, qui fait que ça démultiplie la prise de risque sur la traversée. Si ce passage est privilégié pour rejoindre l'Angleterre illégalement, c'est parce qu'il est court. Seulement 40 km séparent Calais de Douvres. Mais ce secteur est aussi l'un des plus fréquentés au monde, avec plus de 600 navires de commerce qui y transitent chaque jour. Malgré tout, des embarcations de fortune tentent les 5 à 10 heures de traversée et sont rapidement repérées par les autorités. Une fois dans cette eau mouvementée, personne ne peut les intercepter. Le droit de la mer est clair, ce n'est qu'en cas d'urgence que les secours peuvent intervenir et ils se tiennent prêts. Depuis 2023, on a en permanence sur cette zone-là, sur la zone maritime française, 6 bâtiments hauturiers qui viennent de différentes administrations qui sont en permanence en mer. Leur rôle, c'est de détecter, de renseigner et de pouvoir porter secours le plus rapidement. En haute mer, les noyades sont plus rares. Les décès se produisent désormais à quelques mètres des côtes françaises, non loin des plages. Pourquoi ? À cause d'abord de ces bateaux surchargés. Bien sûr, c'est des embarcations inadaptées, donc quand il y a 80 personnes sur un bateau de 8 mètres qui est censé accueillir 10 à 12 personnes maximum, on se retrouve avec des problèmes de boudins qui se dégonflent, des problèmes de personnes qui sont étouffées aussi à l'intérieur du bateau. Ces embarcations, appelées small boats, sont un peu moins nombreuses que les précédentes années, mais emmènent toujours plus de passagers. Aujourd'hui en moyenne 60 contre une quarantaine en 2023 et une trentaine en 2022. Autre facteur de risque, le stress et la panique face aux policiers français chargés d'empêcher les départs. Nous, on a énormément de témoignages et on voit aussi ces situations où la plage est submergée par des nuages de gaz lacrymogène. On récupère des bébés et des enfants qui sont étouffés, n'arrivent pratiquement plus à respirer à cause de ça. Il y a aussi les bateaux qui sont percés par la police avec un risque de noyade qui est élevé. On a régulièrement des personnes qui reçoivent des coups de tonfa ou dont les policiers font un usage répressif de leurs armes. Pour les autorités, ces drames sont la faute des passeurs, ce à quoi s'opposent les associations. Ce sont des réseaux criminels qui font courir des risques inconsidérés aux populations migrantes parce que prendre la mer dans un bateau surchargé, avec des conditions météo particulièrement défavorables comme celle de ce matin, c'est assurément risquer la mort. Les vrais responsables de cette situation-là, ce sont les politiques européennes, ce sont les politiques françaises et britanniques, conjointement, qui font perdurer cette situation-là sur le littoral. Toute cette politique de répression qui est mise en place depuis presque 20 ans maintenant, elle n'a aucune conséquence sur la situation à la frontière, à part à la rendre de pire en pire, à part à augmenter la vulnérabilité des personnes, augmenter leur précarité et surtout augmenter le nombre de décès. Depuis 1999, au moins 430 personnes sont mortes dans ce long détroit du Pas-de-Calais.
Soudanais, Irakiens, Vietnamiens et Chinois représentent plus d'un tiers des victimes. Leur âge moyen est de 25 ans. Avec les années, la frontière s'est bunkerisée sans toutefois décourager les traversées. Quand les migrants rentraient dans des camions, des détecteurs de CO2 permettaient de les retrouver, les poussant à retenir leur respiration jusqu'à l'asphyxie. Comme les exilés s'introduisaient dans l'Eurotunnel, les barrières se sont élevées et les contrôles sont devenus systématiques. Jusqu'en 2016, ils pouvaient rester dans la jungle de Calais, depuis démantelés. Aujourd'hui, ils stationnent dans des campements précaires, chassés toutes les 48 heures, selon une politique nommée « zéro point de fixation ». On a fait de Calais et de la frontière franco-britannique un laboratoire. C'est vraiment un laboratoire sur plein de choses. La politique zéro point de fixation, elle a commencé à se mettre en place à Calais. Et en fait, on constate que dans d'autres grandes villes, elle commence à exister aussi, à Paris notamment, où il y a des expulsions de lieux de vie en permanence, etc., etc. Donc, en fait, le fait que ce soit dans un angle mort, ça devient une zone où tout est permis. Et on voit qu'à moins de 300 km de Paris, le fait que 31 personnes décèdent dans des conditions absolument terribles, mais ça ne choque plus personne. Depuis le traité de Canterbury, puis des accords du Touquet, et via ainsi une vingtaine de traités et accords bilatéraux, les Anglais financent par millions la militarisation de la frontière. À l'été 2015, ils financent 70 km de clôture aux abords du tunnel sous la Manche, du port de Calais et de sa rocade. En 2019, un plan d'action prévoit l'achat de drones, de caméras à vision nocturne et de véhicules pour les forces de l'ordre. On voit des buggy de la police, on voit des drones, l'avion de Frontex qui survolent régulièrement le littoral. En fait, il y a un arsenal technique qui est impressionnant. On est sur une zone où on ne veut pas que les gens partent parce que le gouvernement britannique mandate d'une certaine manière la police française pour empêcher les traversées. Et dans le même temps, on ne veut pas qu'elles restent et on ne leur donne aucun moyen de rester. À Calais, il est impossible de demander l'asile. Il n'y a pas de bureau de demande d'asile sur la ville de Calais. Les gens sont obligés de se rendre à Lille. Il n'y a pas de zone de répit, en fait, pour repenser le parcours d'exil. Et cette pression constante s'exerce aussi contre les humanitaires, accusés d'aider les exilés à traverser. Il y a quand même un harcèlement policier, ou en tout cas, nous, c'est le sentiment qu'on a, c'est le sentiment que les bénévoles ont, c'est-à-dire que quand on se fait contrôler 5, 6, 7 fois par nuit, des fois ça peut arriver 3 fois dans une seule et même heure, voilà, de se sentir comme une association qui ne devrait pas être là sur le littoral, alors qu'on vient en aide à des populations vulnérables qui en ont besoin. S'ajoute à tout cela une circonscription qui a récemment basculé à l'extrême droite lors des législatives anticipées de 2024. À chaque validation en fait, du Rassemblement national dans les urnes, c'était comme une légitimation des actes à caractère raciste. Donc au lendemain des européennes, il y a un squat où vivaient certaines personnes qui a été tagué. Ensuite, il y a des voitures qui sont passées devant un accueil de jour qui ont jeté des pierres sur les personnes. On a eu un témoignage d'un groupe de 9 personnes qui se sont fait pourchasser en voiture par 3 voitures. Une personne s'est fait renverser, a fini à l'hôpital. Ces gens étaient armés de pelles de chantier et de bâtons. Et enfin, c'était vraiment une chasse à l'homme qui s'est matérialisée. Ces récits font écho à un ancien collectif de Calaisiens dits en colère qui, en janvier 2016, était venu menacer les exilés. C'est la guerre cette nuit! C'est la guerre cette nuit! On est en France ici! On est en France! Putain, Calaisiens, faut vous réveiller, bordel! Attends, je vais chercher mon gun! 3 Syriens avaient été violemment molestés ce mois-là. En 2023, un procès s'est tenu à Boulogne-sur-Mer. Le meneur de la bande a été condamné à 3 ans de prison, dont 18 mois avec sursis. Récemment, en tout cas sur les dernières années, on n'a pas vu ça se reconstruire à Calais sur le littoral. On fait plus face à des actions qui sont assez localisées, assez autonomes. Par contre, ces actions autonomes et localisées, elles sont quand même répétitives et assez régulières. En août 2024, des nationalistes britanniques, dont un autoproclamé chasseur de migrants, ont suivi les forces françaises sur le littoral, ont donné la localisation de certains campements provisoires et ont insulté des humanitaires.
On a rencontré sur une maraude littorale 3 influenceurs d'extrême droite, en fait, 3 fascistes anglais qui étaient sur les plages françaises, qui ont appelé à venir en masse sur les plages françaises aussi pour stop the boat. I'm desperate for my kids, yeah. I'm desperate to protect my kids. That's why I'm fucking on this beach, yeah. Fuck off. This is my beach now. My fucking beach. Oh my God. Après un été troublé par des émeutes xénophobes, le Royaume-Uni, à l'instar de la France, se déchire au sujet des migrations. Yvette Cooper, la nouvelle ministre de l'Intérieur travailliste, a dit vouloir cibler les passeurs grâce à ses services de renseignement et annonce aussi augmenter l'expulsion de clandestins, comme un cercle sans fin. Si on repense ça pour justement mettre en place des lieux de répit, permettre aux personnes de demander l'asile en France, permettre aux personnes qui souhaitent se rendre au Royaume-Uni aussi, à la toute base, de le rejoindre de manière sûre. En fait, on enlève un énorme... Je pense qu'en termes de dépenses publiques, il faudrait faire le calcul, mais en fait, énormément d'économies seraient faites. Et au-delà de ça, et beaucoup plus important que les économies, c'est-à-dire qu'on n'en serait pas à compter les morts à la frontière, en fait.